Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui tout simplement parce que la saison des reveals a commencé hier et le moins que l'on puisse dire c'est que ça va très vite. Pour ne pas en avoir trop à faire en une seule vidéo, on va essayer de faire plusieurs petites vidéos tout au long du reveal. Avant de passer à toutes ces nouvelles cartes, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent me rejoindre sur d'autres plateformes, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à checker la description. Et on passe immédiatement au reveal et on commence avec TK. Une carte super rare, une carte rouge violet. Maintenant on en a la confirmation depuis hier, même si on s'en doutait. Évidemment les cartes rouge violet par exemple devront être jouées dans un deck qui contient du rouge et du violet. Donc en fait les cartes bicolores sont des restrictions en termes de possibilités de jouer, mais par contre ça va permettre évidemment de faire des cartes beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, puisqu'elles seront cantonnées à seulement les couleurs dans lesquelles elles ont été designées. Donc cette première carte là, évidemment on attend des petits TK, sinon ça va être très moyen. Il n'y a qu'un seul TK sur lequel cette carte là peut être altéré et il n'est pas dingue, c'est une 8-6 en rouge non ancrable pour 6 je crois. Bref, une carte assez mauvaise qui est combattante, qui n'a jamais vu de jeu tout simplement. Celle-ci par contre elle peut être un peu plus intéressante, même si si on passe outre ses stats tout simplement gargantuesques, une 12-12 pour 10 ancrable, heureusement qu'il leur 3, c'est beaucoup. Il se shift pour 7 et durant votre tour, à chaque fois qu'un personnage adverse est engagé, vous pouvez le bannir. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut que le personnage s'engage, s'épuise pour que l'effet se déclenche, ou est-ce que si TK arrive et qu'il y a des personnages qui sont déjà épuisés en face, est-ce qu'on peut les bannir? C'est un petit peu la petite question autour de ce personnage. Sinon, comme ça, en l'état actuel, on se dit que ça paraît un peu lourd. Shift 7, c'est quand même très loin. Une 12-12, oui, mais bon, dans l'Orcana, 12, 20 ou 50 d'attaque, ça apporte pas grand chose. Donc en fait, 12, oui, ça va résister à plein de choses, mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant. 3 de l'or, c'est forcément pas mal. Après sa compétence, à voir du coup si on a déjà des bons petits TK pour altérer dessus, et si un deck construit un petit peu autour avec les Elsa, les Anna, les Pinocchio, toutes les cartes qui permettent d'engager les personnages adverses pendant son tour, si ça peut fonctionner avec cet énorme TK. Mais voilà, c'est marrant quand même de voir des personnages avec des aussi grosses stats. Donc voilà, on verra bien ce que ça peut donner. Sinon, pour le reste du reveal, on a le troubadour, narrateur musicien, une 1-3 pour 2 ancrable killer 1. Résistance 1, Méloman 4, c'est tout simplement comme Ursula Vanessa, sauf que cette fois-ci il a non pas 4 de volonté mais 3 de volonté et résistance 1 au lieu de ne pas avoir de résistance 1. Carte intéressante, est-ce qu'elle est meilleure ou moins forte que Ursula Vanessa? C'est dur à dire comme ça. Ursula Vanessa, évidemment, avec ses 4 de force, elle est vachement intéressante si on veut jouer des réponses derrière. Par contre, pour résister à de multiples petits assauts, et bien évidemment, résiste 1 du troubadour paraît très intéressant. Donc, carte qui sera à mon avis testée dans le Steel Song, puisqu'elle est obligée d'être jouée dans l'Amber Steel. Méloman 4, ça donne quand même très envie, enfin une très forte indication sur le fait que elle sera plutôt vouée à être dans l'archétype Steel Song jaune-gris. Donc voilà, à voir, mais carte intéressante, peut-être qui remplacera Vanessa ou qui viendra compléter Ursula Vanessa, on verra. Mais moi j'aime bien le design des cartes un petit peu double. Je trouve que ça rend, déjà visuellement ça rend très bien. Et puis voilà, ça permet d'avoir des cartes potentiellement plus fortes dans un archétype précis, et ça peut être pas mal pour pousser des archétypes et un petit peu venir chambouler la méta. Donc à voir ce que ça va donner. La deuxième carte qui a été révélée, c'est évidemment Pascal Caméléon de Jardin, une carte jaune violette 3-3 pour 4 non ancrable killer 3 et qui était saisissable.
Évidemment, quand on voit ces stats et cette agressivité en termes de l'or et le mot-clé, bon, on se dit qu'ils ont parfaitement récupéré les deux aspects du jaune et du violet pour les combiner ensemble. Surtout que ça résiste assez facilement à tout ce qui peut être un peu pénible, comme des perdus dans l'hiver, des allumer les mèches, des babooms. Par contre, évidemment, ça prend fracassé, ça prend Zeus. En haute curve d'un deck aggro, j'imagine que c'est quand même une sacrée menace. Il va falloir y répondre très très vite, sinon le jaune violet risque de s'envoler au lore en fait sans que vous puissiez tout simplement y répondre. Donc carte très très intéressante, hâte de voir ce qu'elle va donner en jeu. La carte d'après, c'est une carte jaune-rouge, des couleurs que j'aime bien, mais là je sais pas trop quoi en penser. Kaloun, Softeuse pleine de courage, 5-5 pour 6, ancrable, killer 2. Elle s'altère pour 4, donc ça nous indique évidemment qu'il va y avoir des Kaloun en jaune ou en rouge. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte pilote de votre défausse dans votre main. Alors ça peut être pas mal si on a des bons pilotes. Pour l'instant, on va pas se mentir, ça court pas les rues les bons pilotes. Il y a quelques bons pilotes rouges et jaunes, notamment la Vanellope ou la Taffeta, qui peuvent être intéressantes, mais ça c'est une carte qui s'enferme dans l'archétype. Bon, après c'est un peu le but, hein, vous me direz, mais voilà, elle s'enferme dans l'archétype jaune-rouge lieu, avec les pistes de Sugar Rush, ligne d'arrivée, ligne de départ. Un deck que j'aime beaucoup. Est-ce que on a envie et on a besoin de remonter des cartes pilotes dans ce deck là, hormis la Vanellope ou la Taffeta, je sais plus, enfin hormis une carte pilote qu'on veut remonter pour pouvoir faire perdre du lore adverse, ou l'aurait 2, je sais plus exactement ce qu'elle fait cette carte. Bref, je suis pas sûr que le fait de remonter une carte pilote ce soit vraiment très très fort. J'ai l'impression que c'est un petit peu mauvais, à voir évidemment les petites Kaloun qui vont venir et les pilotes qui vont sortir à ce set là, mais là comme ça sans avoir toutes les cartes, ça me paraît pour le coup, pour les couleurs, j'attendais vraiment des cartes intéressantes, et là pour le coup celle-là je suis un petit peu déçu. Je trouve pas que ce soit fantastique pour l'instant. Alors on verra par la suite. L'autre carte qui pour le coup est assez intéressante, je trouve, c'est Perla, couturière agile en jaune-vert. On a vu que avec Lady, ils essayaient de pousser le jaune-vert un petit peu résurrection, donc couleur qui me plaise beaucoup, archétype qui a l'air très intéressant. La Perla, c'est pas tout à fait le même archétype, qui a l'air d'être un petit peu mis en avant. C'est une 3-2 pour 3 en crabe killer 1 qui est insaisissable et qui a soutien. Alors soutien sur un personnage insaisissable, je trouve quand même que ça peut être intéressant. Vous partez à l'aventure avec votre Perla, elle risque globalement rien. Et par contre, ça vous permet de donner soutien à un autre de vos personnages, et lui donner plus 3 d'attaque, ça peut vous permettre d'accomplir pas mal de choses. Donc carte pas si mauvaise, pas flamboyante, hein, c'est clairement pas la carte qu'on va retenir du set pour l'instant, mais elle est ancrable, elle a des stats qui sont plutôt correcte. Elle combine 2 mots-clés, dont un qu'on n'a pas encore beaucoup vu parce que pas assez fort, mais qui pourrait, attention, devenir quand même assez fort. Je pense que soutien, c'est loin d'être un mauvais mot-clé. C'est un mot-clé qui n'a pas encore vu son heure, mais qui pourrait très très bien devenir un mot-clé intéressant. Et cette carte-là combine quand même 2 aspects assez plutôt intéressants. Donc carte bicolore encore qui est assez intéressante. Restituer le cœur. Alors ça, c'est une action jaune-bleu. Jaune bleu qui a l'air quand même pour le coup assez forte, assez intéressante en tout cas. Déjà pour une action ancrable qui vous fait piocher une carte, ça fait tout simplement penser au glace à l'eau, à tous ces objets ou ces actions qui pour vous permettent de piocher une carte. Donc en gros vous ne perdez pas de card advantage dans les joints, et ça coûte évidemment très très peu. Ensuite par contre, c'est choisissez un personnage ou un lieu et retirez-lui jusqu'à 3 jetons dommages. Ça combine pareil le Bmax, la réponse, ça permet de soigner un lieu ou un personnage, de piocher une carte. Moi je pense que ça peut être pas si mauvais que ça. Soigner les MacDuck Manor, on a vu que ça pouvait être très très problématique pour l'adversaire, puisque souvent il va pas réussir à le trade en une seule fois, en un seul tour. Donc là, si vous commencez à pouvoir le soigner et à piocher des cartes tout en le soignant et en payant pas grand chose, ça peut être très fort. Avoir les autres cartes évidemment bleu-jaune qui vont être un peu mises en avant. En tout cas moi j'attends beaucoup des cartes bicolores bleu-jaune, puisque ils devraient pouvoir faire des cartes assez fortes pour
enfin mettre cet archétype-là sur le devant de la scène. Alors est-ce que ce sera un archétype comme avec cette carte-là plutôt soin, ou alors un archétype totalement hot, genre princesse par exemple, pourquoi pas, à voir, mais en tout cas, il faut que les cartes bicolores jaune, bleu soient très impactantes pour permettre en fait tout simplement à la méta de se renouveler, parce que là on est quand même dans une situation où le stick song, le rouge bleu, le rouge violet commence à devenir un petit peu redondant. Ça fait quasiment un an maintenant qu'on est depuis le 7-3 qu'on connaît ces decks là. La méta elle évolue plus trop, donc c'est vrai que ces cartes bicolores peuvent permettre de carrément chambouler la méta, ou tout du moins de pouvoir faire des cartes très fortes et qui vont tout simplement venir à bousculer un peu l'ordre établi et permettre de tester des nouvelles choses dans l'Orcana, et ce serait évidemment incroyable. L'autre carte bicolore qui nous est présentée là, c'est Hades, débit d'enfer, pour 6 non ancrables, une 4-6 qui leur 2. Alors 6 non ancrables, on connaît, hein, il y a Lady Tremaine et Madame Medusa. 4-6, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 de dommages. Si vous le faites, choisissez un personnage coûtant 3 ou moins et bannissez-le. C'est un petit peu l'effet de Madame Medusa ou Madame de Tremaine, avec une condition un petit peu en plus. Heureusement, il est pas 4-4, il est pas 3-4, il est 4-6, donc c'est mieux. Il lore 2 aussi, donc il lore quand même pas mal. Donc en fait, il a des meilleures stats, il lore mieux, et il a une compétence un peu moins bien que Medusa ou Tremaine. Quoique, ça dépend comment vous construisez votre jeu, puisque ça peut évidemment faire revenir les decks avec l'hydre par exemple, puisque lorsque vous blessez l'hydre, vous allez pouvoir infliger les dégâts que vous lui infligez à un autre personnage, et là en fait du coup vous pourriez potentiellement infliger 2 de dégâts à l'hydre, infliger du coup par rebond 2 de dégâts à un autre personnage adverse et lui bannir un personnage qui coûte 3 ou moins. Donc ça pourrait être le début d'un archétype rouge-violet un petit peu plus sacrifice, où on va essayer de blesser ses propres personnages avec l'escar chasseur sans cœur, avec le Hades, avec votre roi vous invite à la fête. Ça commence à faire quelques cartes qui vous proposent de blesser vos personnages. On a vu qu'on avait des cartes qui, plus elles étaient blessées, plus elles étaient fortes, notamment le Donald du set 2, la carte légendaire 1-5, si je dis pas de bêtises, qui plus elle est blessée, plus elle va lorer fort, et surtout le Ralph aussi, plus il a de points de dégâts lorsqu'il se redresse, plus il va vous faire marquer du lore. Donc ça pourrait être évidemment des cartes assez intéressantes pour promouvoir, en tout cas tenter de rendre plus fort ces archétypes là et de changer un petit peu par rapport aux archétypes qu'on a l'habitude. L'autre carte qui est présentée là, c'est le Cusco, Lama en panique, une 2-2 pour 4 non ancrables qui leur 2, qui est insaisissable. Au début de votre tour, choisissez entre chaque joueur pioche une carte, chaque joueur défausse une carte. Alors là, évidemment, quand on voit cette double capacité, c'est un petit peu des capacités signature du violet et du vert, puisque le violet a une facilité à piocher et le vert a une facilité à faire défausser les cartes de l'adversaire. Est-ce que les voir toutes les deux réunies sur une carte, ça peut être intéressant? Oui. Le gros problème de cette carte, évidemment, ce sont ses stats 2-2 pour 4 non ancrables. Ça fait beaucoup quand même de malus pour une carte qui risque de pas réussir à tenir le board si elle est vraiment très intéressante, et vu que c'est un effet en plus qui ne se déclenche pas lorsque vous jouez la carte mais seulement au début du prochain tour, y a de fortes chances en fait qu'elle ne survive pas si l'adversaire ne veut pas vous permettre de lui faire défausser des cartes. Violet vert discard, ça peut être intéressant. On a déjà vu pas mal de decks qui tentaient de deck build un petit peu autour de cet archétype là. Ça pourrait être un petit peu le lion qui manquait, mais honnêtement j'y crois pas trop. De volonté, je trouve que c'est vraiment pas assez. Non ancrable en plus, c'est un petit peu trop pénible, et le coup 4 pour du violet, évidemment c'est chiant puisque ça vient le même tour que le génie par exemple, donc pour moi c'est pas une excellente carte comme ça. Ensuite on a le Mufasa parmi les étoiles, une 5-7 pour 7 ancrables qui leur 2, qui s'altère pour 5. Pour l'instant je ne crois pas qu'on ait vu dans le chapitre 7 des petits Mufasa en violet ou en gris. Je sais que dans le 7.1 il y avait un Mufasa gris, je crois qu'il était assez cher de mémoire. Je suis pas sûr qu'on ait déjà eu des Mufasa violets, en tout cas c'est le premier. Et pareil, un petit peu pareil que le Cusco, lui il va rassembler les meilleures capacités en tout cas des deux
couleurs, le côté insaisissable du violet et le côté résiste du gris. Sur une 5-7, avoir résiste 1, c'est évidemment plutôt intéressant puisqu'il n'y a rien qui vient le chercher en une seule fois. Ça peut être une carte très très dure à faire tomber, insaisissable en plus, ça peut être d'autant plus dur d'aller la défier. Donc voilà, pourquoi pas, elle s'altère pour 5. Évidemment, s'il y a de bons supports à alter, ça pourrait être intéressant. S'il n'y a pas de bons supports à alter, je pense que c'est un petit peu cher, même si non, remarque, violet gris ça rentre pas du tout. Donc voilà, il va falloir qu'il y ait des bons petits alters pour donner envie de jouer ce Mufasa. Sinon je pense que voilà, c'est des bonnes stats, mais c'est pas suffisant. La carte suivante, c'est le Chapelier Fou excentrique turbulent, une carte rouge et verte, 3-5, Killer 2 pour 6 ancrables. Chaque fois qu'un personnage avec au moins un dommage défie un autre personnage, vous pouvez piocher une carte. Alors moi je suis un peu déçu, je m'attendais à voir le Chapelier Fou dans les couleurs violet quelque chose, puisqu'on avait eu au set dernier toutes les cartes qui étaient liées un petit peu au Chapelier Fou, elles étaient violettes, et elles mettaient surtout en avant le principe de la meule, d'aller enlever les cartes du dessus du deck de votre adversaire pour les mettre directement dans sa défausse. Là rien à voir, du coup c'est violet-rouge, pas du vert-rouge pardon. Pas du tout de violet, pas du tout de stratégie meule, un peu déçu. Chaque fois qu'un personnage avec au moins un dommage en défie un autre, vous pouvez piocher une carte. Alors évidemment, dans certains cas de figure, ça peut être intéressant, ça donne de la pioche au violet rouge puisque ça s'active évidemment pendant le tour de votre adversaire, donc le tour où vous le jouez. Si vous partez à l'aventure avec plein de créatures, votre adversaire va devoir certainement venir vous les défier et donc vous faire piocher seulement si ces personnages sont blessés. Jusqu'à présent, globalement, les decks verts qui ont essayé de synergiser avec cette mécanique-là, d'avoir des personnages adverses qui sont blessés, ça n'a pas trop bien marché. Donc là, c'est une 3-5 pour 6, c'est des stats plutôt correctes, mais pas non plus transcendantes. Killer 2, avec un effet qui, à mon avis, n'a peu de chances d'être résolu. Ouais, non, je reste un petit peu sur ma faim avec ce Chapelier Fou. Ensuite on a Yokai, alors lui il est plus intéressant je trouve, pour 2 ancrables, une 1-2 verte et bleue Killer 1. Jouer des personnages via leur capacité alter coûte 1 de moins, donc évidemment ça c'est plutôt intéressant, ça peut permettre, en ces couleurs là on pense immédiatement à la Clarabelle qui pourrait arriver sur le tour 4 et non plus sur le tour 5. Il y aura certainement d'autres créatures qui pourraient être altérées pour un coût un peu plus faible. Vous allez voir par la suite, il semble que le vert bleu ait envie de... Enfin en tout cas on a envie, on en parlera plus tard. On va pas commencer à parler de cartes que vous n'avez potentiellement pas encore déjà vu. L'autre carte c'est Monsieur Mouche en vert gris 3-3 pour 3 ancrables. Si je dis pas de bêtises, à chaque fois que vous jouez une carte action qui n'est pas une chanson, vous pouvez redresser un personnage pirate. Pour l'instant l'archétype pirate c'est un petit peu mauvais. Monsieur Mouche au tour 3, non ancrable, Killer 1. Ouais, pas convaincu du tout par cette carte, même si encore une fois je trouve l'illustration très chouette. Je suis pas du tout convaincu par ses capacités, loin de là. Ensuite on a une carte qui est dans une bicolorité qui fait un petit peu grincer des dents, rouge gris, là aussi un petit peu comme le bleu jaune, il va falloir qu'il y ait des cartes qui mettent le paquet en rouge gris pour voir ces couleurs là un petit peu sur le devant de la scène. Là on a Denaï, chasseur impatient, une 3-2 pour 3 ancrables qui leur pas du tout, qui est combattant et qui a résiste 2. Alors sur le papier combattant résiste 2, 3-2 c'est des très bonnes stats, mais le problème c'est ses couleurs pour l'instant, il est bloqué dans des couleurs qui n'existent pas. Alors évidemment j'espère qu'il va y avoir des grosses cartes rouges et grises, peut-être même des légendaires. Pour l'instant je sais pas, on a vu que des légendaires bleus, en tout cas les légendaires bleus n'étaient pas bicolores, mais voilà, carte potentiellement intéressante si l'archétype, enfin les couleurs bleu-rouge, parce que maintenant on peut plus parler d'archétype par couleur, parce qu'on a vu par exemple que pour le jaune-gris il y a 3 versions d'Amber Steel qui fonctionnent, une version chanson, une version mine et une version aggro, donc c'est dur de parler d'archétype en parlant juste de bicolorité, mais voilà, il va falloir que cette bicolorité là en tout cas est un archétype qui fonctionne, sinon c'est clairement une carte qui ne verra
pas de jeu. Par contre, cette carte-là, Dame Gertrude, confidente protectrice, une 2/7 pour 5 ancrables grise et bleue, Killer 1. Alors déjà, elle a des stats qui sont assez impressionnantes, mais voilà, les 2 d'attaque, ça fait penser qu'il y a tout qui va la chercher, sauf qu'elle a rempart et hors d'atteinte. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'avec le hors d'atteinte, il n'y a plus que Soyez prête et la grosse Sissou qui peuvent venir déloger cette Dame Gertrude. 2/7, c'est quand même des grosses stats. Elle arrive malheureusement le tour où en ces couleurs-là, on aime jouer un Big Ben. L'avantage, c'est qu'elle protège mieux le board que Big Ben. Déjà, elle a rempart et puis elle a 7 de volonté, donc c'est un peu plus dur à aller chercher. Carte intéressante, je pense qu'elle verra du jour dans le gris bleu tout simplement. À voir du coup que vaut cet archétype là, comment sera porté et mis en avant par les cartes bicolores l'archétype bleu-gris. Sven, alors on l'avait déjà vu, c'est un vieux reveal, un vieux leak même, une 2/6 pour 5 ancrables violet et bleu, Killer 1 qui a charge, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui gagne -3 ce tour. C'est plutôt intéressant, charge et le fait de diminuer la puissance des cartes que vous allez pouvoir potentiellement charger, ça peut être intéressant. Après, elle a que 2 d'attaque, donc elle va pas chercher grand chose non plus, mais voilà, ça peut permettre d'aller prendre des trades dans ces couleurs là. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression, mais design intéressant. Et ensuite on a une carte qui est quand même un petit peu l'emblème du 7-6, puisque c'est la première illustration qui a été dévoilée, la première qui nous avait mis un petit peu la puce à l'oreille, qu'on allait avoir des cartes bicolores dans l'Orcana. C'est tout simplement Volt, super chien, une 3/5 pour 5 ancrables Killer 2 qui se shift pour 3. On a pas mal de cartes maintenant en gris jaune qui se shift pour 3. On a évidemment le Simba et le Robin des Bois. Et lui en plus il a des capacités très intéressantes, puisque à chaque fois que vous redressez ce personnage, vous allez gagner 1 point de l'or pour chaque personnage non blessé que vous avez en jeu. Donc évidemment on pense tout de suite à Sven qui permet de redresser un personnage de son choix. Donc évidemment si on le joue sur le Volt, ça nous permettra de l'orer pour un point de l'or égal au nombre de personnages non blessés sur le board. Si on le joue évidemment dans un deck Amber Steel plutôt aggro, ben là ça peut être intéressant d'avoir double T1 au tour 2 et ensuite de shifter le Volt au T3 pour aller chercher ces 2 points de l'or, et au début du prochain tour redresser et continuer à l'orer toujours plus vite et toujours plus agressivement. Donc carte très intéressante, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Après bien évidemment il va falloir qu'on ait des Volts tour 1 ou 2, préférentiellement tour 1. On va voir qu'on a déjà un Volt tour 2 et déjà un Volt tour 4 qui est un petit peu en deçà. Elle a aussi accessoirement une autre capacité. Lorsque vous l'engagez, vous pouvez bannir une carte illusion de votre adversaire ou de vous-même. Donc les cartes illusion, pour l'instant on les a vues, c'est plutôt des cartes violettes. Donc voilà, ça pourrait aller, si jamais les cartes illusion sont évidemment très fortes, elle aurait évidemment ce petit atout en plus dans sa manche. Ensuite, la carte qui pour l'instant a fait le plus parler, je pense, sur les internets, c'est évidemment le geyser d'encre pour 3 non ancrables en vert et en bleu. Tous les joueurs engagent, épuisent leur carte d'encre dans leur réserve d'encre, puis chaque joueur avec plus de 3 cartes dans leur réserve d'encre vont en remonter au hasard jusqu'à en avoir plus que 3 dans leur réserve d'encre. La carte anti-rampe par excellence, anti-bleu même si on peut dire. Moi je pense qu'elle est plutôt intéressante, plutôt cool même, puisque c'est pas juste de la destruction de terrain comme on pouvait avoir à Magic et qui ne se fait plus parce que c'était une stratégie vraiment trop agressive et pas assez intéressante. Là au contraire on va repiocher avec cette carte là. Alors est-ce qu'on a envie de le faire si nous-mêmes on a rampé et qu'on est déjà à beaucoup d'encre? Je sais pas. Ça peut être intéressant si on a déjà un gros Mufasa en jeu par exemple, puisqu'on va pouvoir tout engager, partir à l'aventure avec son Mufasa, redésengager, bref, refaire un petit peu de truc et reprendre un petit peu l'avantage. Évidemment, si vous le jouez pas au tour 3, si vous le jouez au tour 4, ça vous permet d'inverser le premier joueur, deuxième joueur, puisque vous allez remettre tout le monde à 3 d'encre et vous allez ancrer le premier, votre 4e encre. Votre adversaire va ensuite ancrer
à son tour sa 4e encre, et en fait ça peut permettre d'inverser un petit peu cet effet on the play ou on the draw. Est-ce que ça va être évidemment jouable et fort? On sait pas trop, on pense immédiatement que c'est un excellent contre au bleu-rouge, à voir, parce que le bleu-rouge peut aussi juste se remettre à jouer des plumes en forme d'arête et tout simplement repartir plus vite que vous pouvez vous-même y aller. L'autre idée qu'il peut y avoir derrière cette carte-là, c'est évidemment un bleu-vert aggro hors d'atteinte qui se payerait en plus le luxe de passer sous le Steelsong, parce que le Steelsong c'est un peu le garde-fou des decks aggro. Si on arrivait, en tout cas si on avait plus de cartes bicolores vert-bleu qui nous poussent à faire un archétype plus aggro, ça pourrait être un vrai deck qui contre le bleu-rouge, puisqu'il va tout simplement l'empêcher de faire ses soyez prêtes, l'empêcher de faire ses 6 sous et l'obliger un petit peu régulièrement à rester avec très peu d'angles. Donc ça peut être tout simplement un énorme stop au bleu-rouge. Et si en plus vous arrivez à tenir tête grâce à vos personnages hors d'atteinte au Steelsong, ça peut être un deck tout simplement viable. Un deck qui viendrait un petit peu rabattre les cartes de la méta, qui viendrait un petit peu tout chambouler, ça pourrait être évidemment très intéressant. À voir du coup si il y a un archétype aggro hors d'atteinte qui peut voir le jour avec cette carte là, mais je trouve qu'elle a un design très très intéressant et j'ai vraiment envie de connaître toutes les cartes pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette carte là. La carte d'après, elle est aussi très très forte. On savait pas trop si on allait avoir des cartes qui ont dissipation, des cartes illusion qui allaient être intéressantes. Et bien c'est chose faite. En gris violet, on a le cobra géant, le serpent fantomatique, on voit le Jafar derrière, la carte est sublime, l'illustration est tout simplement magnifique. Il a dissipation, donc dès que vous allez le cibler avec une action, ce personnage là va être banni. Heureusement, parce que comme vous le voyez, les illusions sont des cartes qui sont surstatées par rapport à leur coût en encre, mais qui disparaissent très facilement. Là c'est une 4/4 pour 3 en crabe killer 1, donc ça fait pas rigoler quand ça arrive. Et en plus, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez vous défausser d'une carte pour gagner de l'or. Le violet gris n'a pas trop de difficultés pour piocher normalement, donc là lui proposer un petit peu plus de reach qu'il en avait déjà avec la chèvre, avec la rose blanche, ça commence à faire très très peur. Très intéressante du coup, vous allez pouvoir discard, vous allez pouvoir défausser des cartes dont vous ne voulez pas. Bon, ça je pense que c'est un petit peu la contrepartie négative de la carte, heureusement, sinon ça aurait vraiment été trop forte. Mais voilà, le violet, vous n'avez pas à avoir trop de difficultés à piocher normalement, donc défausser une carte c'est souvent pas un crève-cœur comme ça peut l'être dans d'autres combinaisons de couleurs. Donc une carte probablement la meilleure carte qu'on ait vue pour l'instant avec le geyser d'encre, je pense. Ensuite on a une autre carte bicolore, Peg, né pour la scène, en vert et en jaune, une 2/4 pour 3 en crabe killer 1. Si vous avez au moins 3 autres personnages en jeu, vous pouvez piocher une carte. Alors là c'est plus pour l'archétype un peu Mirabelle, où il faut avoir au moins 5 personnages en jeu pour pouvoir la jouer. Elle, il faut avoir au moins 3 personnages en jeu pour pouvoir l'incliner et piocher une carte. Je trouve que c'est cher pour ce que ça peut faire. Ça veut dire qu'il faut jouer une carte tour 1, tour 2, tour 3 jouer celle-ci, et pour au tour 4, si rien n'est mort, pouvoir piocher une carte avant de jouer votre tour. Pas terrible je trouve. Après je me trompe peut-être. Dame Gertrude, on l'a déjà vu. On arrive ensuite à Mittens Sassy Street 4, une 4/5 pour 5 non ancrables, killer 2, qui est bodyguard, donc qui est rempart, et une fois pendant votre tour, une fois par tour, si vous ancrez une carte, vous pouvez donner à vos personnages avec bodyguard +1 de l'or. Ça peut être éventuellement intéressant puisque lui aurait par exemple 3... Ah non, vos autres personnages, donc non, lui ça ne marche pas avec, mais pourquoi pas voir un archétype plus rempart voir le jour grâce à cette carte là, puisque ça permettrait à vos remparts qui ont normalement des bonnes stats mais peu de points de l'or de faire potentiellement plus de l'or. On pense évidemment au Balou qui est rempart et qui l'or 1. Là il pourrait l'orer 2 et vous faire gagner 2 si l'adversaire choisit de venir le défier, donc de venir le bannir. Donc ça peut être très intéressant. Pour l'instant évidemment ça ne verrait pas le jour dans la méta actuelle, mais le but d'un nouveau set c'est évidemment de chambouler la méta. Donc on va voir le premier des deux petits volts qui a été dévoilé. C'est un volt à 4
ancrable 2-4 Killer 2 en jaune, ami digne de confiance qui a soutien. Bon. Je pense que il n'est pas très bon parce que l'autre Volt a un coup de shift qui est plus bas que son coup de jeu à lui, donc forcément c'est pas très intéressant. Soutien pour l'instant, même si je pense que ça peut devenir un mot-clé intéressant, pour l'instant ça ne l'est pas. Donc là comme ça une 2-4 pour Killer 2 et qui a soutien, hormis peut-être pour un CD, sinon ça paraît pas très intéressant. Cette carte là par contre est un peu plus intéressant, plate spaghetti pour 2 non ancrables, un objet qui vous permet de l'engager et de payer 1. Si vous avez au moins 2 personnages en jeu, vous gagnez un éclat de l'or. Alors évidemment ça rappelle le grimoire du sorcier, c'était un peu pareil, il coûtait 3 je crois, et vous aviez pas besoin d'avoir 2 personnages en jeu, mais voilà, le jaune a l'air de vouloir partir sur quelque chose qui vous demandera d'avoir un board assez conséquent, mais si vous arrivez à avoir ce board assez conséquent, ça peut être assez intéressant. En tout cas le plate spaghetti c'est une manière un petit peu de lorer à distance avec un deck assez aggro, donc ça peut être intéressant. On a des très bons personnages en jaune agressifs, notamment la Daisy, pourquoi pas la Lilo aussi qui peut revenir tout le temps et donc activer votre plate spaghetti. Je pense que ça peut être un objet assez intéressant à voir évidemment si l'archétype jaune flood le board fonctionne dans cette nouvelle méta. Cette carte là alors elle est assez intéressante même si je pense qu'elle est mauvaise. On peut quand même saluer le design, donc la pantoufle de verre, un objet pour 2 non ancrables. Vous ne pouvez avoir au maximum que 2 exemplaires de la pantoufle de verre dans votre deck. Évidemment, il n'y a que 2 chaussures qui existent de cette manière-là. 4, ça aurait été un peu bizarre. Vous pouvez bannir cet objet, engager l'un de vos personnages princes, et c'est là je pense où la carte devient mauvaise, c'est que il vous faut un personnage prince pour ensuite pouvoir aller chercher un personnage princesse dans votre deck, la révéler à tous et à tous les joueurs et la placer dans votre main et mélanger votre pioche. Donc là on avait un tuteur à princesse, mais on le sait, Lorcana n'ose pas, en tout cas, et je pense à raison, faire des tuteurs vraiment violents. Il faut tout le temps qu'ils aient une condition. Jusqu'à présent on en avait beaucoup où il fallait qu'ils soient altérés pour pouvoir faire l'effet de tuteur. Là il faudra que vous bannissiez cet objet et que vous ayez un personnage prince en jeu, que vous l'engagiez. Ça fait quand même beaucoup, sachant que si on joue un tuteur à princesse, théoriquement on veut jouer que des princesses, enfin beaucoup de princesses, enfin non pas forcément, remarque, on veut jouer au moins une princesse qui est forte. Pour l'instant les princes sont un peu mauvais, on n'a jamais eu l'envie de deck build d'un deck prince, donc pour l'instant je pense que c'est une carte qui est intéressante, qui est à surveiller, mais qui ne sera pas jouée pour l'instant. Miriano Guzman, une 3-4 pour 3 ancrable Killer 1. Tant que vous avez un personnage Dolores Madrigal en jeu, ce personnage gagne +1 de l'or. Donc voilà, des personnages qu'on a l'habitude de voir. On avait le Tic et Tac, non pas le Tic et Tac, on a d'autres personnages en fait qui demandent d'avoir un autre personnage en jeu pour faire quelque chose. C'est souvent compliqué évidemment à mettre en place, puisque si la carte est vraiment très forte, l'adversaire a juste à gérer la deuxième partie de la condition de votre carte et en fait vous n'arriverez jamais à le faire. Ensuite on a le Raja, tigre fantomatique, une autre illusion pour 2 ancrables, une 3-3, encore des stats assez impressionnantes, et dissipation également. Cette fois-ci elle lore que pour 1 et elle n'a pas spécialement de compétences, donc évidemment dans un format construit c'est un petit peu moins intéressant, dans un format scellé peut-être beaucoup plus intéressant. Là en tout cas en l'occurrence 3-3 pour 2 ancrables c'est intéressant, dissipation, à voir ce que vaut le mot-clé. Ensuite on a Panique, Diablotin tendu, une 2-3 pour 4 ancrables Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Et ben c'est tout simplement une mini belle qui arrive un tour plus tôt et qui fait globalement le même effet. Il lore 2, donc c'est quand même assez intéressant. Après, est-ce qu'on a envie d'avoir Panique et Belle qui font cet effet là? Est-ce qu'on n'a pas envie d'en avoir qu'un des deux? Alors est-ce que Panique sera plus intéressant avec son coup de 4 que Belle qui a un coup de 5? Et ben là il va falloir voir un petit peu les cartes qui vont être deck build, les decks qui vont être bons dans ces couleurs là et avec cette mécanique là, et voir du coup si on préfère avoir les deux ou juste un, et si un seul, lequel, celui qui coûte 4 et qui est 2-3 et qui lore 2, ou celle qui coûte 5 qui est 4-4 et qui lore 2. À voir, là pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Mittens on l'a déjà vu.
On va passer ensuite avec la nouvelle licence qui fait son entrée dans l'Orcana, c'est évidemment les Aristochats avec Thomas O'Malley, Félin Charmeur, une 4-2 pour 3 ancrables qui est hors d'atteinte et Killer 1. Je vais commencer à vous parler un petit peu avant d'un archétype vert bleu hors d'atteinte. Pourquoi pas imaginer que Thomas O'Malley puisse rentrer dedans, ça pourrait être intéressant, même s'il n'or que 1 et qu'il a absolument pas d'autres mots-clés. Ça lui fait peut-être un point négatif, mais voilà, si on veut jouer un deck full hors d'atteinte, et ben ça nous fait une proposition de plus. Ensuite on a Berlioz, Chaton Espiègle 2-5 pour 3 ancrable en vert, Killer 1 qui n'a pas de texte, donc on va passer très vite. Duchesse pareil 3-2 en vert pour 2 ancrable Killer 1 et qui n'a pas de texte, donc ça c'est vraiment des cartes un petit peu vanilla. Ensuite on a enfin un support à la Lady qu'on avait vu, la Lady jaune vert pour 4 non ancrables qui permet de, lorsqu'elle arrive en jeu, d'aller récupérer 2 cartes qui coûtent 1 dans votre défausse. Là on a enfin une petite Lady épagnole élégante pour 1 non ancrable. Tant que vous avez un personnage clochard en jeu, ce personnage gagne plus 1 de l'or, donc c'est potentiellement une 1-2 Killer 2. Le problème c'est qu'elle est non ancrable. Je pense que dans du vert et du jaune, on préférera tout le temps jouer un Ondin qui est 0-1 et Killer 2 tout le temps et qui vous permet de faire défausser une carte à l'adversaire lorsque celui-ci vient vous défier, voire même la Lilo 1-1 Killer 2 et qui est un non ancrable. Je pense que malheureusement la Lady, mis à part forcer le shift de la grosse Lady, sinon je trouve qu'elle est quand même assez mauvaise. Heureusement on a un clochard chien entreprenant pour 2 ancrables, 1-3 en vert, Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez au moins un personnage Lady en jeu. Alors on l'a vu, le jaune vert essaye de proposer des mécaniques où vous allez vouloir flood le board, poser plein de créatures. Alors évidemment ce clochard là, vu qu'il coûtera 1 de moins à jouer, ça peut être intéressant. Ça veut dire potentiellement que vous pouvez jouer 2 clochards autour d'eux si vous avez joué votre petite Lady, ce qui vous fait 3 personnages sur le board et donc potentiellement pouvoir activer plein d'effets, poser une Mirabelle, jouer la PEG, pourquoi pas, enfin faire plein de choses en tout cas avec cet archétype là. Est-ce que ça va suffire à rendre cet archétype viable et pas juste un archétype fun? Pour l'instant on n'en sait rien. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne plus 1 d'attaque ce tour-ci pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Alors en début de partie c'est nul, en fin de partie ça peut être beaucoup plus intéressant, surtout si vous arrivez évidemment à vous construire un board énorme. Là comme ça j'ai l'impression qu'elle est vraiment très centrée dans un archétype jaune-vert pour le coup, très aggro et très prise de board avec beaucoup de personnages. Est-ce que ça peut vraiment être joué? Je sais pas. Il y a la chanson du coup qui va avec, il se traîne pour 1 ancrable. Choisissez un personnage qui gagne plus 1 pour le reste de ce tour pour chaque personnage que vous avez en jeu. Donc c'est un peu le même effet que le clochard, sauf que là c'est une chanson qui se chante pour 1. Voilà, à voir si ça peut être intéressant. Je suis pas convaincu, je pense qu'on peut avoir mieux comme chanson à faire. Là on a le roi de cœur, une 3-3 pour 4 non ancrables Killer 2. Les personnages avec des dommages sur eux ne peuvent plus défier vos personnages. Alors là c'est un contre en tout cas au Maui Shark si jamais vous jouez contre du bleu rouge, puisque si vous arrivez à lui mettre un de dégâts dessus, tout simplement il peut plus venir défier vos personnages, il ne peut plus activer sa capacité, donc ça le rend beaucoup moins fort. Est-ce que cette carte est forte pour autant? Comme on l'a déjà dit, l'archétype dégâts du vert gris principalement, il n'est pas compétitif. Pour l'instant, on n'a pas vu de bonnes cartes bicolores qui pourraient porter, ou même de cartes vertes ou grises qui pourraient porter cet archétype sur le devant de la scène. Donc pour l'instant, je pense que non, ce n'est pas une excellente carte. Thomas O'Malley, on l'a déjà vu, et on va passer à la suite avec Edgar Balthazar, toujours dans la licence Les Aristochats, le premier méchant qu'on voit de cette licence-là. Tout simplement pour 5 ancrables, une 6-5 Killer 1, on passe très très vite au Devil's Eyes Diamond pour 2 ancrables, un objet rouge. Lorsque vous l'engagez, si un de vos personnages a été blessé ce tour-ci, vous gagnez 1 point de l'or. Ça peut être aussi intéressant cette carte-là, ça rappelle encore une fois le grimoire du sorcier, sauf qu'il est un petit peu plus conditionnel puisqu'il faut que un de vos personnages ait par exemple tapé un personnage adverse, qui se soit pris des dégâts en tout cas, pour pouvoir gagner 1 de l'or. Évidemment,
Ça ne fonctionne pas si vous déplacez des dégâts avec les cartes violettes qu'on a vues. Par contre, ça fonctionne évidemment très bien avec votre roi vous invite à la fête, avec le Scar et le nouveau Hades rouge-violet qui permet de blesser vos propres personnages pour activer des effets. Donc à voir si vous pouvez blesser vos personnages tout en l'aurant avec cet objet-là. Je suis pas hyper convaincu, je trouve que c'est encore une fois un peu trop situationnel, ça vous demande de rentrer plein de cartes dedans qui pour l'instant ont pas l'air très intéressantes, donc à voir. On va essayer d'accélérer un peu, hein, ça fait déjà 40 minutes de vidéo. On a ensuite Toulouse, Chaton, Artiste, une 1-3 pour 1, tout simplement Vanilla, donc on va passer très vite. Ensuite on a Marie, j'adore l'illustration, j'adore son petit regard un petit peu supérieur, elle est vraiment très réussie cette illustration. Pour 2 en crave, une 1-2 qui leur 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage qui subit -2 d'attaque pour le reste de ce tour. On regrette évidemment que ce soit uniquement pour ce tour, ça aurait été évidemment beaucoup plus intéressant si ça avait été jusqu'au tour prochain. Là en gros, vous avez un personnage qui va l'aurait fort, permettre à un de vos personnages d'aller prendre un trade potentiellement sans prendre de dégâts, mais est-ce que dans un deck qui se veut potentiellement agressif, est-ce qu'on veut perdre du temps à trade pour protéger sa Marie? Il va falloir voir, ça me paraît un petit peu moyen, même si voilà, l'illustration est tout simplement splendide. Ensuite on a une Clarabelle en bleu. Alors on sait qu'on a la grosse Clarabelle en vert et que l'archétype vert-bleu pourrait être intéressant à jouer, donc pourquoi pas une nouvelle cible à la Clarabelle. Une 3-3 pour 4 ancrables qui leur 2 soutien, ce mot-clé revient un petit peu, et vos autres personnages avec soutien gagnent +1 d'attaque. Donc +1 d'attaque, ça veut dire aussi +1 de soutien. On pense évidemment à la Alice qui n'a jamais été jouée et qui pourrait peut-être voir le jour avec ce genre de personnage là. À voir du coup ce que ça peut donner cette mécanique soutien. Un jour je pense qu'elle sera forte. Est-ce que c'est le 7-7? Ça pour l'instant on ne sait pas. Première légendaire du set qui a été révélé, c'est un Picsou 4-4 pour 4 ancrables en bleu. Vous pouvez engager 4 de vos objets que vous avez en jeu pour jouer ce personnage gratuitement. Donc si vous avez un deck full objet, vous pouvez engager tous vos objets pour payer en gros le coût en mana de cette carte là. C'est un peu une manière inédite. Pour l'instant on connaissait le coût d'alter, donc qui permettait de payer différemment le prix d'un personnage. Là cette fois-ci c'est carrément avec des objets que vous allez pouvoir payer vos personnages, donc ça peut être intéressant, une nouvelle mécanique qui est intéressante. La carte est quand même super chouette, hein, il est en train de marcher sur des feuilles d'un livre, je trouve ça vraiment classe. Il a une deuxième capacité, heureusement, sinon ce serait un peu limite pour une légendaire. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez regarder les 4 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez révéler un objet parmi celles-ci et le mettre dans votre main et mettre le reste sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc vous allez pouvoir creuser votre deck en jouant gratuitement ce personnage là si vous avez un deck qui tourne autour des objets. Moi personnellement ça me rappelle le deck bleu-rouge Prince Jean que j'avais beaucoup aimé jouer au set 5 je crois. Ouais, ça doit être 7-5, c'était en septembre de l'année dernière, où en gros vous aviez plein d'objets pour aller gérer le board adverse, notamment les planches des pirates, les pommes empoisonnées, qui permettaient d'aller détruire un personnage princesse, un personnage héros, et en fait avec le Prince Jean, vous pouviez engager votre Prince Jean et récupérer ces objets-là pour ensuite les re-engager, les re-sacrifier. Là, en fait, du coup, ça vous permettrait, si vous avez rien d'autre à faire le tour où vous avez tous vos objets, de pouvoir engager tous vos objets, payer votre Picsou et aller creuser un petit peu plus profondément dans votre deck pour trouver évidemment d'autres cartes objets, d'autant plus qu'on a une autre carte qui va avec Picsou. C'est évidemment la deuxième carte légendaire qui a été dévoilée en bleu, le Tamatoa 4-5 pour 6 ancrables killer 2. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez récupérer jusqu'à 2 objets de votre discard dans votre main. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Évidemment, ça donne envie de jouer le Lucky Dime, hein, d'en jouer beaucoup pour pouvoir aller les récupérer et les jouer gratuitement. Et là, si on arrive à les jouer gratuitement, évidemment, c'est très fort. Moi, je pense pas forcément au bleu-rouge, mais plus au bleu-gris avec la Ariel. Vous allez pouvoir poser Ariel, poser votre Tamatoa, partir à l'aventure avec votre Tamatoa et un petit peu de nulle part poser un Lucky Dime avec votre Ariel et tout simplement en profiter. Bref, une carte qui a l'air intéressante,
qui est pas overstaté, 4-5 pour un Tamatoa, ça se prend Zeus, mais voilà, c'est assez intéressant. On enchaîne avec la dernière couleur, Dr Calico, une carte grise, 3-4 pour 4 ancrables. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne une résistance plus 2, donc ça devient une 3-4 résiste 2, killer 1. C'est évidemment assez solide. Est-ce que ça va suffire à faire en sorte qu'elle voit du jeu, puisque dès qu'elle se prend un dégât, en fait il faut qu'elle se prenne 3 de dégâts pour avoir au moins un jeton dégâts sur elle et ensuite ne plus être efficace. Moi je pense que c'est une carte qui est assez solide pour tenir le board. Est-ce qu'on va avoir envie de jouer cette carte là pour 4 dans un deck qui veut tenir le board? Je sais pas trop, en fait j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'elle fait, mis à part être très forte sur le board et potentiellement être une carte qui peut vous permettre d'aller prendre des trades. J'ai un peu du mal à voir ce qu'on pourrait vouloir en faire, en tout cas comme ça. Ensuite on a le Volt, le petit Volt qui pourrait permettre d'altérer le gros Volt pour 2 ancrable, une 1-3 grise. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il n'a aucun dommage, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Alors ça c'est une mécanique un petit peu classique en gris. On avait le petit Simba qui permettait de faire ça. Lorsque vous le jouiez, vous pouvez le faire. Là maintenant c'est à chaque fois que ce personnage va partir à l'aventure. Ça peut être évidemment intéressant pour défausser des Lilo. En fait ça vous permet d'avoir une pioche un petit peu gratuite, de défausser une Lilo. En tout cas c'est comme ça que le petit Simba était beaucoup joué. Là ça pourrait être intéressant évidemment de faire exactement pareil, même si on va vouloir altérer. Si on joue le gros Volt, on devrait vouloir en tout cas altérer le gros Volt au tour d'après et donc ne pas profiter en fait pleinement de cette capacité là. Pour l'instant les alters du Volt qu'on a vu là ont pas l'air non plus génial. Celui-là a l'air un petit peu situationnel mais pas non plus fantastique. Et enfin je sais plus, il me semble que c'est la dernière, le Jafar, 3-2 en gris pour 3 ancrables et Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, les personnages ciblés gagnent Challenger 2. Alors évidemment, les Jafar, on a envie de les jouer en violet-gris. Et là, pour le coup, je pense que c'est une bonne carte. Elle fait un petit peu comme un lapin, en moins bien, puisque c'est pas Challenger 3, mais Challenger 2. Mais par contre, elle lore 2 au lieu de lorer qu'un seul. Donc en gros, vous allez pouvoir jouer ce Jafar-là, faire un petit peu le même effet que le lapin, que le crabe. Et surtout, ensuite, vous allez pouvoir vous en servir pour partir à l'aventure, et ça c'est intéressant parce que le gris violet c'est pas non plus un deck qui veut prendre trop son temps, c'est un deck qui est quand même assez agressif. On a vu qu'il gagnait le Cobra fantomatique qui va vous permettre en plus de lorer à distance. Donc là si vous avez en plus des personnages qui vous permettent de faire ce que faisait déjà très bien le violet gris et en plus de lorer beaucoup, ça peut devenir vraiment très très fort. Et enfin, donc il en restait encore une, Kakamora, bande de pirates, une 1-6 pour 4 ancrables. Tant que vous avez un autre personnage pirate en jeu, ce personnage gagne offensif plus 3. Bon bah c'est mauvais, comme tous les Kakamora du jeu, j'ai l'impression. Et pendant la nuit, on a eu tout simplement des reveals incroyables. Voici 9 dernières cartes qui sont sorties et qui sont pour le coup vraiment extraordinaires. On commence avec le genre de cartes que l'on veut voir en cartes bicolores, des cartes qui sont capables de porter un archétype, enfin tout du moins d'être vraiment très très fortes et de ne pas bénéficier ni au rouge bleu par exemple, ni au gris quelque chose, mais vraiment d'être spécifique à cet archétype là. Et là c'est exactement le cas avec le Moshu. Enfin, il arrive dans l'Orcana et en plus il arrive avec une super carte, une 4-4 pour 5 ancrables. C'est des stats plutôt pas mal. Killer 1. Et surtout, à chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, il gagne résiste plus 2 pendant ce défi. Et comme si ça suffisait pas, durant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages en bannit un autre, pendant un défi, vous allez gagner de l'or. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Kaloun va devenir monstrueuse, une 3-2 résiste 4 qui va vous faire gagner 4 points de l'or si elle arrive à bannir quelque chose. Un petit peu pareil pour le Robin des Bois qui lui va être une 3-6 résiste 2 qui va vous faire gagner 4 l'or. Enfin bref, c'est exactement ce genre de cartes que l'on veut voir en cartes bicolores, des cartes capables vraiment de transformer un archétype
mauvais parce que violet-rouge pour l'instant, violet-gris pour l'instant c'est mauvais et ce genre de carte pourrait rendre cet archétype viable. Alors est-ce que ce sera un des meilleurs decks de la méta, ça on sait pas encore, mais voilà, c'est très très intéressant et ça fait très plaisir de voir des bonnes cartes dans des archétypes, dans des bonnes cartes bicolores vraiment très fortes qui vont potentiellement impacter le jeu de manière positive. On a un petit Hiro Hamada, une 3-3 pour 3 en Crab Killer 1. Quand vous jouez un personnage Footborn, sur ce personnage, vous allez piocher une carte et vous allez voir, c'est un petit peu le titre de la miniature, mais ça illustre bien la nouvelle mécanique du jeu qui va apparaître avec le 7-7, une deuxième donc en plus de dissipation et une nouvelle mécanique qui va être très intéressante. Ensuite on a Ketal qui a présenté Madame Médusa, une rouge-violette 3-4 pour 4 ancrables. Chaque fois que ce personnage est en voie à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 de dommages. Si vous le faites, choisissez un joueur, il place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa défausse. Alors c'est un archétype que j'attendais beaucoup, l'archétype Meul. On l'avait vu en violet avec le Chapelier Fou et les chansons de Alice. Un peu étonné de le voir associé au rouge, rouge-violet du coup Meul, avec cette mécanique un petit peu sacrifice où vous allez vous blesser vos propres personnages pour ensuite meuler l'adversaire. Alors la carte a pas l'air très forte, mais l'archétype qu'elle promet en tout cas moi me plaît, et c'est vrai que c'est une carte du coup qui me donne envie de tester, de la jouer un petit peu pour voir un petit peu ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut faire comme chose dans l'Orcana. Après voilà, la carte en elle-même est un petit peu mauvaise, mais voilà, c'est de la meule, ça a l'air intéressant, ça a l'air assez marrant, ça combine une mécanique sacrifice qui a pas trop eu de jeu pour l'instant, donc pourquoi pas, enfin moi ça me plaît en tout cas. Ensuite on a Peter, le chiot qui pense rapidement. C'est un chiot du coup, une 2-2 pour 3 ancrables. À chaque fois que l'un de vos personnages chiots est banni, vous pouvez mettre cette carte dans votre réserve d'encre épuisée. Alors bien évidemment ça nous rappelle tous le deck 101 dalmatien qui n'a jamais vu le jour, mais vous pouvez avoir autant de chiots 101 dalmatien que vous voulez en jeu. Donc voilà, je pense que cette carte a de mauvaises stats malheureusement, 2-2 pour 3 en crabe, killer 1, ça fait pas grand chose. Ça vous permet de ramper. Est-ce qu'on veut ramper dans un deck où on veut juste jouer le maximum de chiots? Je sais pas. En tout cas, vous allez voir après, il y a aussi une nouvelle carte bicolore jaune-bleu qui met en avant cette mécanique-là. Donc à voir ce que ça va donner. On a ensuite un objet Canine Crunchies. Vos personnages chiots ont +1 de volonté. Donc à voir, encore une fois, hein, je pense que c'est pas très bon, mais si le deck chiot devient ultra viable, alors oui, cette carte pourrait être intéressante. Et la carte bicolore dont je vous parlais, c'est Perdita, mère joueuse, pour 4 ancrables, une 1-4 killer 2. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez payer 2 de moins pour jouer votre prochain personnage chiot ce tour-ci, et tous vos personnages chiots gagnent hors d'atteinte. Ça paraît pas mal, en tout cas c'est le genre de carte encore une fois bicolore qu'on veut voir, des cartes qui vont pousser et mettre en avant vraiment très fortement un archétype là. Est-ce que cette carte est suffisamment forte? Est-ce qu'on a des chiots suffisamment forts sur lesquels on voudrait mettre hors d'atteinte? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Est-ce que le fait de payer 2 de moins le prochain personnage chiot, c'est intéressant? Oui, mais il va clairement falloir de meilleures cartes chiot. Pour moi, la carte est intéressante dans son design, c'est exactement ce qu'on veut voir en carte bicolore, mais elle est pour l'instant pas assez forte, je pense. Enfin, en tout cas, elle est pas assez bien entourée pour pouvoir voir du jeu. Et enfin les 3 dernières cartes, et non pas des moindres, puisque vous avez 2 légendaires dans la première, Aurore, Waking Beauty, une 1-4 pour 3 ancrables, Méloman 5, ça rappelle évidemment le Gaston et l'Ariel, elle leur 2, et à chaque fois que vous allez enlever un jeton dégâts sur un personnage, vous allez pouvoir redresser ce personnage et elle ne pourra pas partir à l'aventure ni défier pendant le reste de ce tour. Alors évidemment, est-ce que ça paraît meilleur que le Gaston? Et ben ça dépend en fait ce que votre deck veut faire. Si vous avez absolument peur des brawls, et ben dans ce cas oui en effet Gaston restera meilleur. Par contre, si vous voulez pouvoir chanter plusieurs fois et que vous avez votre deck qui est quand même assez axé sur la mécanique du soin, alors cette Aurore peut être meilleure. Alors est-ce que dans le style song
précisément elle sera meilleure, je sais pas. Est-ce que plutôt dans un bleu-jaune princesse qui voudrait chanter aussi, est-ce que ce serait pas meilleur, qui voudrait chanter des chansons de soins? Je sais pas, je la trouve un peu étrange en fait cette carte. Elle paraît forte, mais elle paraît aussi compliquée à mettre en place et un peu trop facile à s'en débarrasser pour l'adversaire. Donc carte étrange, je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne carte ou si c'est une carte un peu mauvaise. Moi j'ai tendance à dire qu'elle est étrange, ni très forte ni très faible malheureusement. Elle va être très situationnelle. Je la vois pas forcément jouer dans un style song, mais dans un jaune bleu d'une autre façon, dans un jaune quelque chose, peut-être jaune rouge aussi qui veut essayer de chanter avec des princesses. Je sais pas, ouais, je suis pas hyper convaincu. Après dans un jaune rouge, il y a tous les personnages qui s'auto-blessent. Peut-être que ce serait meilleur dans un jaune rouge, je sais pas. Bref, elle est assez étrange comme carte. Je sais pas trop quoi en penser. Ensuite, on a une autre légendaire, Ratigan, une 3-3 pour 4 en crabe killer 1. Et à chaque fois que vous jouez une action avec ce personnage engagé, vous allez gagner 1 de l'or. C'est moins bien que le Maui requin. Beaucoup moins bien que le Maui requin. Après, est-ce que ça peut être intéressant de gagner du lore comme ça si vous avez plusieurs Ratigan en jeu et que vous jouez plusieurs actions? Ça peut vous faire gagner beaucoup de lore, mais là comme ça veut dire que vous allez engager une 3-3, faire un de l'or pour ensuite potentiellement faire un deuxième point de l'or si jamais vous jouez une action. Ouais, pas convaincu du tout par ce Ratigan. Par contre, je suis extrêmement content de voir le Baymax robot géant, une 5-5 pour 6 non ancrable killer 2 qui est bleu et vert et qui a surtout ce nouveau mot-clé Universal Shift, alter universel. Donc en fait vous allez pouvoir payer 4 pour shifter tout simplement ce personnage sur n'importe lequel de vos autres personnages. Alors elle est cantonnée au vert et au bleu et c'est très bien. C'est typiquement comme le Moshu en fait, j'ai l'impression que c'est des cartes qui vont rendre des archétypes viables, parce que ça c'est une carte qu'on aurait voulu jouer évidemment dans plein d'autres archétypes. Le bleu le bleu rouge ce serait évidemment jeté dessus, le vert quelque chose vert violet par exemple, je pense que ce serait aussi jeté dessus. Donc là en fait qu'elle soit restreint à être jouée que dans le vert et le bleu, et ben c'est tout simplement parfait. Ça va probablement mettre en avant cet archétype là, parce que là au tour 4, au tour 3, si vous avez joué un typo par exemple, vous allez pouvoir shifter une 5-5 killer 2 et en plus, bon, la capacité je trouve qu'elle est un peu moins bien, mais quand vous altérez ce personnage, vous pouvez soigner le personnage complètement. Bon, c'est pas hyper intéressant. Par contre, l'autre chose qui est hyper intéressante avec ce personnage, c'est que vous allez le shift pour 4 au tour 3 et il vaut 6, donc en fait vous allez pouvoir chanter à l'unisson avec cette carte là assez facilement. Il vous suffit d'avoir un drop 1, vous posez votre typo, au tour d'après vous jouez votre Baymax dessus et vous pouvez chanter sous l'océan. Si je dis pas de bêtises, c'est 7 de chanter à l'unisson, et ça peut changer pas mal de choses. Ça peut vous permettre en tant que deck bleu-vert, de nettoyer le board un petit peu plus facilement qu'avant. Avant il fallait que vous arriviez à votre muse, ensuite il fallait que vous ayez au moins 2 autres personnages ou un personnage à 3. C'était assez compliqué, l'adversaire avait le temps un petit peu de se préparer et de vous empêcher de le faire. Là ça arrive en shift, ça chante tout de suite, c'est plus du tout la même mayonnaise, et je pense que ça va évidemment voir du jeu et que le vert bleu commence à montrer de très bonnes cartes, et en tout cas va être très intéressant à deck build un petit peu autour pour essayer de rendre tout ça très viable. Voilà, cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo. Elle est un peu longue parce qu'il en sort beaucoup. Je vais essayer d'en sortir plus régulièrement, mais suivre le rythme des sorties des reveals de cartes c'est assez compliqué, sinon ça va faire vraiment limite une vidéo par jour. Je sais pas trop combien de temps vont durer les reveals, mais ça va durer assez longtemps. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Comme d'habitude, vous pouvez évidemment mettre en commentaire tout ce qui vous passe par la tête, et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!